Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Léopold II, grand-duc de Toscane de 1824 à 1859. Reconnu comme un monarque libéral autorisant la constitution toscane de 1848, autorisant une certaine liberté de la presse, le grand-duc fut brièvement déposé par un gouvernement provisoire en 1849 avant d'être rétabli la même année, avec l'aide des troupes autrichiennes qui occupent l'État jusqu'en 1855. Léopold II tente une politique de neutralité vis-à-vis de la Seconde Guerre d'indépendance italienne, mais il fut expulsé par un coup d'État sans effusion de sang le 27 avril 1859, juste avant le début de la guerre. Mais pour quelle raison fut-il déchu de son trône alors même qu'il fait preuve de tolérance et de libéralisme? Partons ensemble le découvrir. Deuxième fils du grand-duc Ferdinand III de Toscane et de Louisa Maria Amelia de Bourbon de Sicile, Léopold Jean-Joseph François Ferdinand de Habsbourg-Lorraine passe sa jeunesse dans les territoires du Saint-Empire romain germanique, où son père s'était réfugié après l'invasion napoléonienne. Il devient prince héritier du grand-duché de Toscane en 1800 à la mort de son frère aîné Francesco Leopoldo. Il suit son père en exil d'abord à Vienne, puis en 1803 à Salzbourg, où Ferdinand III obtient la superficie de l'ancien archevêché, en compensation des territoires perdus. En mars 1805, Léopold fut contraint d'abandonner cette ville en raison de la nouvelle guerre entre l'Autriche et la France, pour s'installer en Wüsternburg, où la famille s'installe dans ce qui était l'ancien palais épiscopal. Au cours de ces années troubles, Léopold a pu étudier intensivement avec des professeurs d'allemand et d'italien, montrant une prédilection particulière pour les matières littéraires. Il retourne à Florence le 15 septembre 1814 après la première abdication de Napoléon, bien accueilli par ses sujets, aussi pour la politique de son père qui ne menait pas de purge ou de vengeance contre ceux qui avaient collaboré avec le gouvernement français. Le jeune héritier du trône était également aimé des Toscans pour son caractère doux et son comportement informel, à tel point qu'il était joliment surnommé Broncio en raison de la lèvre inférieure légèrement saillante, très caractéristique des Habsbourg qui lui donnait un air triste perpétuel, alors qu'en réalité le jeune prince ne manquait pas d'esprit et qu'un apponé pour la couleur délavée de ses cheveux blonds. Pendant les années d'exil, Léopold de Habsbourg a complété ses études à l'étranger, prenant des cours de droit, d'art et de littérature, et s'occupant même de l'agriculture pour laquelle il a toujours montré une grande attention. Il s'est fixé comme objectif personnel de collecter, d'étudier et de réorganiser tous les écrits de Galilée et a publié une édition de poèmes de Laurent de Médicis qu'il a personnellement édité, ce qui lui vaudra d'être nommé membre de l'Accademia del Curzà, institution italienne dotée de la personnalité juridique publique qui rassemble des érudits et des experts en linguistique et philosophie de la langue italienne. En 1817, Léopold de Habsbourg épouse Maria Anna Carolina de Saxe, dont il était particulièrement proche, et avec qui il eut 3 filles. Avec sa femme, à partir de 1819, il entreprend un long voyage en Europe, passant par Munich, Dresde, Prague, Vienne, Venise. Son premier contact avec les affaires de l'État eut lieu en 1822, lorsqu'il fut appelé à Vérone pour participer avec son père aux travaux du Congrès de la Sainte Alliance. À la mort de son père le 18 juin 1824, Léopold II prend le pouvoir et montre immédiatement qu'il veut être un souverain indépendant, soutenu en cela par le ministre Vittorio Finobroni, qui parvient à déjouer une manœuvre de l'ambassadeur d'Autriche, le comte de Bombelle, pour influencer le grand-duc inexpérimenté, afin de le rendre dépendant et mettre l'État toscan sous l'autorité de l'Empire d'Autriche. Non seulement il confirme les ministres que son père avait nommés, mais il donne immédiatement la preuve de sa volonté sincère de s'engager en faveur d'une réduction de l'impôt sur la viande et d'un plan de travaux publics qui prévoyait la poursuite de la remise en état de la Marmenne, la plaine côtière de la région de Grosseto. Les habitants de Grosseto se souviennent de lui avec un monument sculptural placé sur la Piazza Dante. L'agrandissement du port de Livourne, la construction de nouvelles routes, un premier développement des activités touristiques et l'exploitation des mines du Grand-Duché. Le 1er novembre 1825, le Grand-Duc promulgue une réforme par laquelle il remplace les provinces léopoldines par les nouveaux compartiments. En particulier, la province florentine a été divisée pour créer les compartiments de Florence et d'Adrezzo,
D'un point de vue politique, le gouvernement de Léopold II était le plus doux et le plus tolérant des États italiens. La censure confiée au savant et père Mauro Bernardini di Giuliano n'a pratiquement pas d'action, et de nombreux représentants de la culture italienne de l'époque persécutés, ou qui n'ont pas trouvé l'environnement idéal dans d'autres États, ont pu trouver asile en Toscane. Comme ce fut le cas pour Giacomo Leopardi, Alessandro Mazzoni, Giuliano Pepe, Niccolo Tommaso. Certains écrivains et intellectuels toscans, tels que Francesco Damiano Cuzzari, Giovan Petroviezzo et Giuseppe Giusti, qui auraient certainement eu des problèmes dans d'autres États italiens. Ils ont pu opérer en paix en Toscane. La réponse du grand-duc à l'ambassadeur d'Autriche qui se plaignait qu'en Toscane la censure ne fait pas son devoir est restée célèbre, ce à quoi il répond avec colère. Mais son devoir n'est pas de le faire. Le seul défaut de cette tolérance fut la suppression du journal L'Antologia de Giovan Pietro Vezzo, qui eut lieu en 1833 sous la pression autrichienne, et en tout cas sans d'autres conséquences civiles ou pénales pour le fondateur. Le gouvernement modéré veilla à ce qu'il n'y ait pas d'émeutes ou de sédition en Toscane, et que les activités de conspiration se limitent à la ville de Livourne, et qu'elles soient d'importance minime. Les seuls actes répressifs furent en 1830 la suppression du journal L'Indicatore Livournese et la condamnation de Giurasi à 6 mois d'emprisonnement pour avoir prononcé un discours à la mémoire de Cosimo Damiano del Fiante, officier de Napoléon. Les soulèvements de 1831, qui bouleversent les deux duchés émiliens et la légation des États pontificaux, n'eurent pas de suite en Toscane, malgré quelques patriotes qui tentent de les susciter. Le seul souci d'ordre public était de mieux garder les frontières nord pour éviter les empiètements des instigateurs. En 1832, la grande-duchesse meurt, laissant le grand-duc dans le désespoir, qui, pour assurer la succession, se remarie l'année suivante avec la princesse Maria Antonia de Bourbon de Sicile, mariage dont Fernandino de Habsbourg, l'héritier tant attendu du trône, vient au monde en 1835. En 1839 et 1841, Léopold II autorise la tenue des congrès des savants italiens à Pise et à Florence, malgré les menaces du gouvernement autrichien et les protestations du gouvernement pontifical. Entre-temps, le gouvernement du Grand-Duc prévoit un fort développement du réseau ferroviaire qui verra naître dans les années suivantes le chemin de fer Leopolda, Florence, Pise, Livourne et le chemin de fer Maria Antonia, Florence, Prado, Pizzoccia, Lucques. Tandis que le chemin de fer Fernandinda, Florence, Arezzo et le chemin de fer de la Maremme restent au niveau de la conception. Particulièrement admirable et destiné à rester dans le cœur des Florentins fut le comportement du Grand-Duc à l'occasion de la grande inondation du 3 novembre 1844, lorsque le souverain ne manque pas sa présence au moment du sauvetage, ouvrant les portes du Palazzo Pitti aux évacués, s'engageant personnellement dans le sauvetage sur un bateau et visitant également les zones les plus périphériques touchées par la catastrophe. En 1847, dans le cadre du processus de réforme déclenché en Italie par l'élection du pape Pie IX, Léopold II se distingue par son engagement en faveur de la réforme. Le 6 mai, la liberté de la presse est accordée. Le 4 septembre, une garde civique est créée. Le 11 octobre, lors de la rétrocession du duché de Lucques, la peine de mort est abolie dans le duché. Disposition rapidement étendue à l'ensemble du territoire du Grand-Duché par décision du 25 février 1848. À la même époque, le Grand-Duché de Toscane, les États pontificaux, le Royaume de Sardaigne signent les préliminaires de la Ligue des douanes, salués par tous comme une prémisse pour de futures intégrations majeures. Le 17 février 1848, quelques jours avant que Carlo Alberto de Sardaigne se soulève contre l'Empire d'Autriche, Léopold II accorde la Constitution qui se distingue des autres en accordant les pleins droits aux citoyens de toutes les religions. Le 18 mars, le premier gouvernement constitutionnel toscan est formé, présidé par Francesco Sepini. Quelques jours plus tard, alors que les deux ducs d'Émilie sont contraints de fuir les insurrections, Léopold II rattache à la Toscane les communes cédées de Luinigiana, la Haute, Garfagnana d'Est et l'ancien duché de Massa et de Carafra, dont les populations avaient demandé à être toscans, selon le principe que chaque peuple était libre de décider de son propre sort. Le 21 mars, le Grand-Duc suscite l'enthousiasme populaire en décidant d'envoyer les quelques troupes régulières toscanes
flanqué de volontaires, combattre dans le nord de l'Italie, aux côtés de l'armée sarde contre les Autrichiens. Tandis que la petite armée grand-ducale se dirigeait vers Pietrasanta et San Marcello Piezosse, Léopold II remplace le drapeau lorrain par le drapeau tricolore italien avec les armoiries du Grand-Duché superposées et adhéra personnellement à l'emprunt de la guerre. L'attitude patriotique du Grand-Duc commence à changer vers le milieu de l'année, lorsque les attitudes expansionnistes du royaume de Sardaigne étaient claires, et en août, à la suite de violentes émeutes à Livourne, lorsqu'il fut contraint de destituer le gouvernement modéré de Gino Capponi pour confier la tâche aux démocrates Francesco Domenico Giurazzi et Giuseppe Montellani, qui inaugurent une politique ultra-démocratique. Le 30 janvier 1849, Léopold II quitte Florence pour se réfugier d'abord à Sienne, faisant semblant d'être malade. Il a l'idée de recevoir les délégués florentins dans son lit en robe de chambre, puis à Porto Santo Stefano. Dans cette localité, il accepte et refuse à plusieurs reprises l'offre de l'ambassadeur piémontais Salvatore Pesa, marquis de Villamarina, de reprendre le pouvoir avec l'armée du royaume de Sardaigne. Jusqu'à ce que, convaincu par sa cour de préférer l'Autriche, il se réfugie à Gaète sous la protection de Fernandino II, roi des deux Siciles. L'exil dure jusqu'en avril, quand, après la défaite de Carlo Alberto de Savoie à Novare, les modérés toscans renversent le gouvernement pour éviter une invasion autrichienne et rappellent le grand-duc, espérant qu'il maintiendrait les réformes. L'espoir est vain, le lieutenant maréchal Constantino d'Aspre descend de Parme avec 18 000 hommes, prend et met à sac Livourne, puis occupe Florence. Quelques mois plus tard, Léopold II débarque à Vieraggio, mais a la mauvaise idée d'être escorté par des troupes autrichiennes et en uniforme de général des Habsbourg. C'est la fin de la sympathie naturelle et sincère que les Toscans avaient eue pour leur doux souverain. Les actes des années suivantes du gouvernement firent s'éloigner de plus en plus les sujets les plus loyaux. Suppression du statut définitivement aboli en 1852 et de la garde civique, l'occupation autrichienne et la formation d'une coûteuse armée toscane, la répression sanglante de l'insurrection de la ville de Livourne contre l'occupant autrichien, le rétablissement de la peine de mort pour certains crimes, un fait sensationnel pour la Toscane, le premier État abolitionniste. En avril 1859, dans l'imminence de la guerre franco-piémontaise contre l'Autriche, Léopold II proclame la neutralité, mais les jours du gouvernement du Grand-Duc sont alors comptés. Le centre opérationnel du coup d'État imminent qui aura lieu le 27 avril est l'ambassade du Piémont à Florence. Cavour avait envoyé dans les jours précédents environ 80 carabiniers piémontais déguisés en civils qui, à un signal prédéterminé et divisés en divers groupes dispersés dans divers quartiers de la ville, devaient commencer à crier contre le Grand-Duc et en faveur de la guerre contre l'Autriche. De plus, divers drapeaux tricolores avaient été préparés, prêts à être affichés sur les balcons de divers bâtiments à un signal prédéterminé. Le 27 avril 1859, vers 4 heures, refusant de donner son consentement à la guerre contre l'Autriche et devant le refus affiché de l'armée d'obéir à son souverain, Léopold II, afin d'éviter de pires troubles pour lui-même et pour son État, quitte le palais Pitti en voiture, sortant par la porte de Boboli vers la rue de Bologne. La résignation pacifique, le grand-duc n'a jamais songé à une solution de la force, et à la même manière de faire ses adieux avec peu d'effets personnels chargés dans quelques voitures et des déclarations de sympathie au personnel de la cour ont permis à Léopold II de regagner l'ancienne estime de ses anciens sujets. La famille grand-ducale a été accueillie par les Florentins. Adieu, père Léopold, et accompagné avec tout le respect qui lui est dû, d'une escorte jusqu'à Filegare, ancienne douane des États pontificaux. Le même jour, à 6 heures de l'après-midi, la municipalité de Florence s'assure de l'absence de toute disposition laissée par le souverain et nomme un gouvernement provisoire. Réfugié à la cour de Vienne, l'ancien grand-duc n'abdique officiellement que le 21 juillet. À partir de ce moment-là, il vécut en Bohême, se rendant à Rome en 1869, où il meurt le 28 janvier 1870. Via del Tren Canale, d'abord enterré dans l'église des Saints Apôtres, son corps fut transporté en 1914 à Vienne pour être enterré dans le mausolée des Habsbourg, la crypte des Capucins. Comme on l'a vu, Léopold II de Toscane était un homme bien intentionné, plus attaché à ses sujets que ne l'étaient les autres monarques italiens.
mais de caractère faible et trop étroitement lié par les liens familiaux et les traditions des Habsbourg pour devenir un vrai libéral et se détacher pleinement de l'Empire d'Autriche. S'il ne s'était pas joint au conclave des autocrates à Gaète, et surtout s'il n'avait pas appelé à l'aide l'Autriche en niant l'avoir fait en 1849, il aurait peut-être pu conserver son trône et même changer le cours de l'histoire italienne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.